Bonjour à tous et merci de nous joindre à ce webinaire Flexibilité du tertiaire, construire la flexibilité opérationnelle avec le SRI GoFlex R2S et FlexReady. C'est un événement qui a été co-organisé par R2M Solutions, le Gimelec, Certivea et la Smart Building Alliance. Et c'est une présentation en fait, qui fait suite à des échanges qui se sont tenus dans le cadre du projet SRI to Market, vous voyez le logo en bas à droite, qui est un projet européen cofinancé par l'Union européenne. Donc. Et voilà, pour lequel nous avons en fait eu des discussions autour du Smart Readiness Indicator, l'indice le cadre européen d'évaluation du potentiel d'intelligence du bâtiment. Et donc, les discussions tournent autour du potentiel, de la potentielle arrivée du SRI dans le paysage actuel en France, paysage où voilà, évoluent beaucoup d'acteurs, déjà avec des obligations d'alignement décret tertiaire, décret BAX. Donc, l'idée, c'est de discuter autour de différents sujets de l'interaction du SRI avec les acteurs et les choses mises en place dans le paysage français. Donc, le SRI pourrait devenir obligatoire pour les bâtiments dans un futur proche, et c'est pourquoi on s'intéresse à toutes ces interactions. Donc, nous nous concentrerons aujourd'hui sur le sujet de la flexibilité du tertiaire, et on vous propose de vous faire découvrir ou de vous rafraîchir la mémoire, de partager les dernières informations au sujet de ces artisans-là que vous voyez sur l'écran, artisans de la flexibilité du tertiaire. Donc la cartographie n'est pas exhaustive, hein. Ici, vous voyez 4 blocs. La slide se lit de bas en haut. Vous voyez en bas un bloc autour du sujet du SRI, qui est une législation européenne en cours de maturation, et au sein duquel en fait, le sujet de la flexibilité occupe un tiers du corps final SRI. Donc c'est un sujet qui, on le verra plus tard, hein, n'est pas si récent que ça. Il apparaît dès 2018 et les premiers tests ont été menés en France en 2022-2023 par le CEREMA et la DHUP du ministère. D'autres tests sont en cours en ce moment au travers de ce projet SRI to Market. Le bloc du dessus, c'est donc les labels et scores volontaires. Vous voyez GoFlex, vous voyez les labels Ready to Service. Ici, on parle de préparer le bâtiment, d'estimer son potentiel. Et voilà, vous avez également les informations au sujet de leur apparition dans le paysage. Donc, c'est assez récent, 2022-2024. Le bloc du dessus, encore une expérimentation qui est l'expérimentation la plus opérationnelle, on va dire, l'opportunité de tester en conditions réelles les capacités du bâtiment à actionner sa flexibilité du tertiaire. Vous voyez qu'un concours est ouvert, il est porté par le RTE et Enedis. Vous pouvez aujourd'hui encore vous inscrire. C'est la 3e saison que ce concours, ce type de concours en tout cas, est proposé. Donc, si vous avez des bâtiments que vous souhaitez tester leur capacité à servir la flexibilité du tertiaire, je vous encourage à visiter ce lien. Tout en haut, le bac FlexReady, donc la marque FlexReady qui nous sera présentée par le Gimelec et qui vise à préciser les spécifications d'un bac FlexReady. Donc, pour savoir vraiment de façon très précise et technique quoi mettre en place au sein du bâtiment pour faire la flexibilité du tertiaire. Donc, ce bac FlexReady est porté par le groupement que vous voyez sur la droite, le collectif Think Smart Grid, Enedis, Gimelec et RTE. Donc, je vais vous laisser aux mains de nos intervenants un rapide tour d'horizon de l'agenda. Nous commencerons par une introduction du sujet et un petit zoom sur plus particulièrement la directive EPBD. Ensuite, je vous laisserai écouter les experts SRI, Ready to Service et GoFlex. On finira cette petite partie technique par une restitution d'un travail de comparaison du SRI et d'R2S et du SRI et de GoFlex. Enfin viendront voilà, les mots du Gimelec qui nous présentera les travaux autour du bac FlexReady. On terminera par une discussion, quelques conclusions, et vous aurez l'occasion de poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas à les poster tout au long de la présentation.
on y répondra en ligne ou alors par écrit à la suite de l'événement. Voilà, je laisse la main à Sophie. Merci Cécile. Ça y est, je pense que vous m'entendez. Donc, je vais parler rapidement de la flexibilité du tertiaire. Bon, je pense que c'est un sujet que tout le monde connaît, mais l'idée, c'est de poser un petit peu le contexte. Donc, d'abord, Cécile, si tu peux aller voilà, sur cette diapo. Donc, ici, c'est une image qui est développée par RTE et qu'on a copiée ici pour illustrer ce que l'on entend par flexibilité. Donc, la flexibilité, c'est la capacité à ajuster à la hausse ou à la baisse la production, la distribution, la consommation d'électricité. Mais là, on va surtout parler de la consommation d'électricité pour répondre aux fluctuations des flux électriques sur les réseaux. Ce qui est important ici, c'est de voir que la flexibilité, ce n'est pas que du temps réel, au dernier moment en urgence, il faut baisser sa consommation parce que le système est sous tension. C'est aussi des choses qui s'anticipent puisqu'on sait à l'avance, dans une certaine mesure, qu'il va y avoir des pics de consommation, des pics de production dans le cadre du solaire et de l'éolien. Donc, c'est des choses qu'on peut aussi anticiper plus ou moins à l'avance. Mais dans tous les cas, quel que soit l'horizon de temps dans lequel on a besoin de bâtiments qui soient capables de répondre en tout cas à ces signaux, qu'on soit à la seconde ou qu'on soit l'heure avant, le jour avant ou éventuellement même quelques jours avant ou plus, on a besoin de bâtiments qui comprennent le signal. Donc, d'où l'intérêt de tous ces labels et instruments dont on va parler aujourd'hui qui permettent de mesurer la capacité des bâtiments à effectivement répondre à ces signaux de demande de flexibilité. Ensuite, si Cécile, tu peux passer, on a tout ce qu'il faut. Tout est là sur la table pour pouvoir réaliser cela, puisqu'on a un secteur du bâtiment et en particulier du bâtiment tertiaire qui a un vrai potentiel qui pour l'instant est grandement inexploité. Hein, le potentiel d'effacement, il est estimé entre 1 et 6 gigawatts. Pour l'instant, quelques centaines de mégawatts sont effectivement potentiellement effacés ou en tout cas sont capables de fournir des services de flexibilité. On peut aller beaucoup plus loin maintenant, puisqu'on a à la fois les leviers techniques qui sont disponibles, les GTB sont là, les solutions de pilotage sont là, le stockage est là, etc. Et on a aussi le cadre réglementaire qui favorise tout ça. Donc, ce qui a été mis là, ce sont les différentes directives européennes et comment est-ce qu'elles contribuent à la flexibilité du tertiaire. Donc, on voit que ça fait plusieurs années que tout ça, c'est en place dans les textes européens et donc aussi au niveau national. Donc, tout est là et il n'y a plus qu'à. Et pour mettre en œuvre tout ça, qui sont les acteurs de la flexibilité? Donc, on a évidemment les opérateurs d'effacement, les agrégateurs qui vont pouvoir offrir des capacités de flexibilité sur les marchés. On a bien sûr, en ce qui nous concerne, les propriétaires, les gestionnaires immobiliers donc de bâtiments tertiaires, hein, puisque c'est ce dont il s'agit, donc des quand même grands bâtiments très électrifiés, donc qui ont un vrai potentiel de flexibilité. Les fournisseurs de technologies, de solutions GTB, Smart Building, etc., qui vont permettre effectivement à ces bâtiments d'être en capacité d'exploiter leur potentiel de flexibilité. Et puis, bien sûr, toutes les initiatives portées par les opérateurs de réseau et leurs régulateurs pour mettre en place les marchés, les mécanismes qui permettent aussi à cette flexibilité d'être concrètement offerte. Pourquoi tout ça? Toutes les motivations, on les a aussi résumées sur cette diapo. Les motivations, elles sont nombreuses. Il y a bien sûr l'intégration des énergies renouvelables, adapter la consommation à la production,
hein, contrairement à ce qui se passait jusqu'à une vingtaine d'années où c'était forcément la production qui s'adaptait à la consommation. Maintenant, il faut que ce soit dans les deux sens. Soulager les réseaux électriques, notamment dans les cas de pic de consommation, qu'on soit dans un pic de consommation au niveau national ou bien aussi localement, il peut y avoir des contraintes particulières et la flexibilité peut aider. Optimiser les coûts énergétiques, ça c'est surtout dans l'intérêt même des propriétaires et des gestionnaires de bâtiments. Valoriser aussi leurs bâtiments, puisqu'évidemment, un bâtiment smart, il sera aussi, non seulement il sera capable de fournir des services de flexibilité au réseau, mais il présentera aussi beaucoup d'autres avantages, notamment pour les occupants. Améliorer aussi la performance opérationnelle, mieux piloter les équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'éclairage, etc. Répondre aux obligations réglementaires, puisque, on l'a vu, il y a toutes ces directives qui ont été prises au niveau européen et puis qui sont maintenant déclinées en loi, en décret au niveau français, donc notamment décret BAX. Et puis, évidemment, tout ça, ça contribue aussi à accélérer la transition énergétique. Donc, voilà pour cette introduction. Merci Sophie pour ce plantage de décor. Donc, on passe un petit peu, on va passer quelques minutes à parler de l'EPBD, qui est donc la directive liée à ce sujet du SRI, qui est de notre côté, en tout cas, voilà, le sujet le plus actif et celui pour lequel nous œuvrons. Donc, je te laisse continuer sur le cadre réglementaire du SRI. Exactement. Merci Cécile. Donc, le SRI, comment ça fonctionne? Ça sera expliqué tout à l'heure. Donc là, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là pour l'instant. Mais l'idée, là, c'est juste de montrer d'où ça vient, en fait. Donc, ça a été introduit pour la première fois dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments en 2018. Suite à des études qui ont été faites. Il y aura une diapo là-dessus aussi. Dans cette directive-là, ce qui est prévu, c'est un cadre facultatif de mise en œuvre. Donc, en aucun cas, en 2018, il était demandé que l'instrument SRI soit rendu obligatoire. Les États membres étaient invités à le tester et à le mettre en œuvre. Donc, la Commission européenne a fait un appel à manifestation d'intérêt auprès des États membres et la France s'est portée volontaire dès le début. Hein, donc, ça, assez vite après la publication donc, de cette directive et puis des actes réglementaires qui ont été publiés en 2020, la France s'est portée volontaire et a mis en œuvre une phase de test du SRI entre 2022 et 2023. Donc, la France était l'un des tout premiers pays, puis a ensuite été rejoint par, on en est maintenant à peu près la moitié des États membres de l'Union qui ont commencé une phase de test du SRI. Maintenant, dans la directive de 2024, donc qui a été adoptée il y a 1 an exactement, le SRI a été renforcé parce qu'il y a en quelque sorte 2 avenues, on va dire, pour mettre en place le SRI. Il y a tout d'abord, pour l'ensemble des bâtiments, une approche qui reste facultative, toujours, de même qu'en 2018. Donc ça n'a pas changé. Mais ensuite, il y a une autre approche pour les bâtiments dont la puissance nominale est supérieure à des installations de chauffage, climatisation, ventilation, est supérieure à 290 kW. Là, il y aurait une approche obligatoire qui serait mise en œuvre à partir de 2027. Alors, j'utilise le conditionnel à dessein parce que tout ça dépend aussi d'un rapport que la Commission européenne qui est demandé à la Commission européenne, donc qui sera soumis au Parlement européen et au Conseil, et qui devra être fait d'ici le 30 juin 2026, donc dans exactement 1 an. Ce rapport, il sera basé sur les phases de test. Donc, on a dit dans la moitié des pays, déjà, il y a une phase de test en cours. Donc, les pays seront invités à faire remonter leur retour d'expérience. Mais aussi, ce rapport, il tiendra compte des travaux, des projets qui travaillent sur le SRI et SRI to Market fait partie de ces projets-là.
Donc, dès que ce rapport sera remis, et ben ensuite, s'en suivra, en principe, en fonction des conclusions du rapport, le fait que le SRI deviendra obligatoire pour les plus gros bâtiments. Là, ici, c'est un petit récap donc, de certaines choses que j'ai déjà dites. Ça a commencé par des études, puis il y a eu la directive en 2018, ensuite les premières phases de test, les projets comme SRI to Market et d'autres projets du même périmètre, on va dire, mais qui travaillent sur des pays différents, donc qui ont été lancés donc, depuis 2022-2023. La directive qui a été révisée, ce fameux rapport qui est attendu de la part de la Commission européenne en 2026 et la mise en œuvre de la directive en fonction aussi de ce rapport avec un SRI qui devrait être rendu obligatoire pour les plus grands bâtiments, donc qui seront essentiellement des bâtiments tertiaires. Donc voilà pour l'histoire du SRI. Tout est en place, tout est là. Maintenant, les modalités d'application exactes de cette directive dépendent aussi de nous tous et de ce qu'on va faire remonter aux instances européennes et aux instances nationales comme besoin, comme possibilité, etc. Merci Sophie pour ces explications. Et donc, ce document de 2026 se nourrit de cette concertation des acteurs en France. Et on est en train de finaliser les recommandations qui sont un peu le produit de ces tours de table qu'on organise depuis 1 an et demi maintenant. Merci Sophie. On va passer donc aux aspects un peu plus techniques du SRI avec Igor pour démarrer la revue des labels, scores et cadres. Merci Cécile. Bonjour à tous. Je vais introduire donc l'indicateur SRI, Smart Readiness Indicator ou indicateur du potentiel d'intelligence. Cet indicateur, c'est une mesure de la capacité d'un bâtiment à satisfaire donc 3 fonctionnalités principales qui sont donc optimisation des performances de bâtiments en phase d'exploitation, c'est la première. La seconde, adaptation aux besoins des occupants. Et la troisième, c'est adaptation aux signaux du réseau ou flexibilité énergétique. Ces 3 fonctionnalités principales, elles ont le même poids dans le score global SRI, donc 33,3%. Et ensuite, en dessous, en fait, ils sont partagés en plus sur les critères d'impact. Il y en a 7. Et ces critères d'impact, ils ont également le poids égal à l'intérieur de chaque fonctionnalité principale. C'est-à-dire, pour la fonctionnalité principale efficacité énergétique, il y a 2 critères d'impact qui sont efficacité énergétique et entretien et prédiction des pannes, qui ont la moitié de l'impact de la fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité, il y a 4 fonctionnalités principales qui sont repartagées aussi, le score il est partagé. Et la fonctionnalité principale, adaptation aux signaux du réseau, a seulement un seul critère d'impact, flexibilité énergétique et stockage de l'énergie, qui impacte également à 33,3% le score SRI global. Et ensuite, les 9 domaines techniques qui sont considérés par le cadre SRI sont le chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, ventilation, éclairage, enveloppe dynamique du bâtiment, électricité, recharge des véhicules électriques et suivi et contrôle. Quels sont les services qui impactent le plus le score de la flexibilité énergétique, de la troisième fonctionnalité principale? Pour le secteur non résidentiel, vous pouvez donc voir ici le classement des domaines techniques avec les services à potentiel d'intelligence les plus impactants. Donc, logiquement, le premier domaine technique qui impacte la flexibilité, c'est le chauffage. Le chauffage qui, donc, avec plusieurs services qui ont un grand impact. Donc, le premier, c'est régulation de la production de chaleur par les PAC. Ça va également dans la direction engagée par la Commission européenne d'électrification de l'usage du chauffage.
Ensuite, il a également donc, la flexibilité énergétique et l'interaction avec le réseau. Ce service-là, il fait plus appel à la flexibilité de l'ensemble des composants et des sous-systèmes du système de chauffage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le générateur de chaleur qui est considéré dans ce cas-là, mais il y a aussi des pompes de distribution, des émetteurs de chaleur qui sont considérés, ce qui fait la différence avec le premier service. Ensuite, donc, il y a également l'ordre de priorité entre les différents générateurs de chaleur qui impactent forcément le stockage de l'énergie thermique pour le chauffage. En ordre de décroissance de l'impact sur le score de la flexibilité, le domaine du refroidissement suit le domaine du chauffage parce que dans des bâtiments non résidentiels, dans des bâtiments tertiaires, on passe les pics de chaleur donc, qui interviennent dans la journée. Intégration avec le réseau intelligent qui fait partie du domaine suivi et contrôle. Donc, ce service-là fait une référence à la gestion active de la demande, coordonnée ou pas coordonnée, pour répondre aux signaux du réseau électrique. Voilà, avec d'autres services également qui rentrent dans le scope de ce domaine technique. Et dans l'ordre de décroissance encore, le domaine d'eau chaude sanitaire, avec la régulation du stockage de l'eau chaude sanitaire, soit par des sources électriques, soit par des sources renouvelables. Le domaine d'électricité, avec le stockage d'électricité, optimisation de l'autoconsommation, support en fonctionnement du microgrid et la cogénération, se retrouve plutôt presque en dernière position, donc suivi par le domaine de bord de recharge de véhicules électriques, parce que ces domaines, notamment la recharge de véhicules électriques, on ne peut pas jouer et miser tout sur les véhicules électriques, car ils doivent remplir leur fonction principale donc pour le transport des personnes. En différence du secteur résidentiel, où ce classement des domaines les plus impactants change parce que en fait, on ne passe pas la journée dans les maisons individuelles, dans les maisons du secteur résidentiel. Donc, c'est pour ça les pics de chaleur, par exemple, ils n'interviennent pas le soir. Et le domaine du refroidissement se retrouve en dernière position, donc qui impacte le moins le score de la flexibilité électrique et énergétique dans le secteur résidentiel. Et donc, habituellement, on retrouve donc, en première position le domaine technique du chauffage, suivi par intégration avec le réseau intelligent, stockage d'électricité produite localement, elle prend plus du poids pour le secteur résidentiel parce que donc, les énergies renouvelables produisent dans la journée, quand il n'y a pas beaucoup de consommation dans le secteur résidentiel. Donc, le fait d'avoir du stockage d'électricité a un grand impact sur la flexibilité. On peut avancer sur le slide suivant. Le SRI, il a plusieurs avantages opérationnels, comme vous pouvez le voir sur ce slide-là. Le premier avantage réside dans la mise à disposition des fiches techniques détaillées qui accompagnent chaque service, chaque niveau de fonctionnalité et qui expliquent et illustrent quels sont les équipements qui rentrent dans la notion de chaque niveau de fonctionnalité, avec certains exemples et images qui sont donnés. Le slide suivant. Merci Cécile. Ensuite, le SRI présente une matrice simple des bénéfices qui permet une évaluation rapide et efficace de l'intelligence de bâtiment et qui permet aussi de comparer les différents scénarios pour la rénovation du bâtiment, pour l'exploitation du bâtiment. Et ça permet, en fait, ça joue un rôle d'aide à la décision
pour le choix des scénarios et des choix techniques sur les technologies qui doivent être mises en place dans un bâtiment. Ici, sur ce slide, vous pouvez voir un petit retour d'expérience de la phase de test d'implémentation du SRI actuel en Europe et en France. Donc, phase de test coordonnée par le projet SRI to Market. Sur les 221 bâtiments évalués en Europe, le score de la flexibilité énergétique il est assez bas. Donc, il est seulement à 11%. Juste avec une petite parenthèse, les 221 bâtiments ne présentent pas l'Europe, les 27 pays membres de l'Union européenne, ça présente uniquement les 6 pays membres de l'Union européenne qui est considéré par le projet SRI to Market, plus également 2 autres pays. Voilà. Et le score de la flexibilité énergétique en France, il est encore plus bas, il est seulement à 9%. Suite à l'évaluation de 23 bâtiments effectués dans le cadre du projet SRI to Market. Donc, comme vous pouvez le constater, du point de vue de la flexibilité, tout reste à faire. On a un champ de marge assez important pour grandir. Merci. Merci beaucoup, Igor. Donc, j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu comment s'articule ce cadre d'évaluation de potentiel d'intelligence du bâtiment. Il faut savoir que c'est de l'observation d'équipements en place. Donc, au départ, sur une base documentaire potentiellement, et puis après, visite de site. Donc, c'est assez rapide à obtenir comme score finalement. Voilà. 1 jour, 2 jours, on va dire 3 jours pour les plus grands bâtiments, mais vous pouvez avoir un score SRI de départ. Ensuite, l'étude des différents scénarios, voilà. C'est du travail additionnel. Donc, ça fait partie un peu des côtés positifs du SRI, d'avoir un diagnostic rapide. On passe au label Ready to Service. Benoît, vous êtes prêt? Tout à fait. Merci. Je suis là. Bonjour à tout le monde. Alors, en effet, moi, je vais vous parler du label R2S, qui donc veut dire Ready to Services, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un label qui a été co-construit avec donc la SBA, la Smart Building Alliance, l'Alliance HQE et Certivea, donc nous-mêmes, organisme de certification. En quelques mots, on est un organisme qui délivre donc un certain nombre de labels et de certifications, donc des signes de qualité pour les bâtiments tertiaires. Alors uniquement les bâtiments tertiaires, mais ça va d'une petite crèche jusqu'à des grands bureaux, en passant par des hôpitaux, enfin voilà, tous les bâtiments qui ne sont pas d'habitation. Alors, c'est ce label ou ces labels, on va dire qu'il y a une extension de label avec Ready to Services for Grids qui va intégrer donc notre sujet d'aujourd'hui, la flexibilité. Ces labels, on les a avec la SBA. L'objectif, ça a été de construire d'abord le bâtiment comme une plateforme de service. En effet, le numérique arrive dans les bâtiments tertiaires depuis maintenant une dizaine d'années et l'objectif derrière la création de ce label, eh bien, c'est de donner un cadre de travail aux opérateurs, aux acteurs de construire, quels que soient les acteurs, aussi bien les investisseurs, les promoteurs que les constructeurs, de manière à ce que ce numérique qui arrive, eh bien, il se fasse dans le sens le plus bénéfique possible pour, in fine, l'utilisateur, bien sûr, mais aussi, on va dire, d'un point de vue environnemental au sens large, ou en tout cas à travers au moins la notion de performance énergétique et de confort et d'usage du bâtiment. C'est ce qui fait le lien avec notre cœur de métier à nous, Certivea, où on délivre historiquement la certification HQE de haute qualité environnementale depuis près de 20 ans. Donc l'objectif du premier label, c'est donc bien de préparer les bâtiments à accueillir ces services numériques. Donc vous voyez, avec le cadre qui est présenté ici, le cadre de travail du label, du référentiel, on a 6 thématiques que l'on a créées et donc qui servent à adresser ce sujet de l'arrivée du numérique dans le bâtiment. Donc, l'objectif du label, c'est aussi bien de créer, comme je disais, un cadre méthodologique, ce sur quoi il faut travailler à minima au sens de la SBA, au sens de Certivea, au sens des partenaires de la création de ce label, pour pouvoir dire que ce bâtiment, il devient à la fin smart, mais aussi, eh bien, ça sert de caisse de résonance, bien sûr, de projecteur, pour justement promouvoir toutes les qualités et toutes les performances qui ont été mises dans le projet immobilier
sur ce sujet du numérique. Donc, pour aussi, évidemment, promouvoir les capacités, ou en tout cas la performance qui aura été mise là-dessus par les acteurs du projet. Alors, ça passe par quoi? Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. L'objectif, c'est de dresser un tableau global. Mais vous voyez qu'il y a une base. C'est fait exprès, on l'a fait sous forme de pyramide. Il y a vraiment une base de travail d'un point de vue, on va dire, assez technique. Alors, moi, je ne suis pas expert informatique, mais l'idée, c'est d'avoir quand même 3 sujets techniques qui sont fondamentaux et qui caractérisent vraiment ce que c'est qu'un bâtiment smart au sens du label et donc, in fine, des créateurs du label. Le premier, c'est la connectivité. Ça, on ne peut pas y échapper, bien sûr, mais si vous voulez, derrière, on va creuser un petit peu, il y a un peu de profondeur, c'est comment le bâtiment est connecté. Est-ce qu'il y a une notion de redondance? Cette connectivité, comment elle se déploie à l'intérieur du bâtiment? Quels sont les cahiers des charges, par exemple? Donc là, on parle de gouvernance avec les informations liées avec les futurs utilisateurs, par exemple, pour les services informatiques. S'il y a des cahiers des charges de performance minimum en cas de coupure réseau. Voilà, quel est le débit minimum, pendant combien de temps, etc. etc. Donc, c'est toutes ces notions-là qui sont derrière cette thématique de la connectivité. Il y a cette notion d'architecture réseau. Ça, c'est vraiment un élément fort du label, c'est comment la donnée, si on peut imaginer un fluide supplémentaire dans le bâtiment, comme on a l'eau, comme on a d'autres fluides dans le bâtiment, comment ce fluide circule dans le bâtiment et gère notamment tous les besoins et tous les matériels qui vont être connectés dessus. C'est là où on parle de réseau smart au sens du référentiel. Donc, le bâtiment va devenir apte en fait, à accueillir différents services à travers toutes ces thématiques. Et évidemment, il y a la notion d'interopérabilité à gauche pour que, un petit peu à la manière du puzzle, comme on le voit dans l'image, tous ces équipements vont pouvoir s'interfacer les uns avec les autres, communiquer les uns avec les autres de manière fluide et sans qu'il y ait besoin d'une interaction humaine tout le temps pour pouvoir gérer ces interactions. Derrière ça, et avant d'arriver à la couche des services, qui est l'objectif, on a une strate intermédiaire qui est très importante, c'est la notion de gouvernance, j'en parlais tout à l'heure. On voit à travers 2 notions, évidemment la notion de la sécurité informatique, notamment parce que, alors c'est un petit peu ancien maintenant, mais le label date de 2018, il a très tôt intégré les règles RGPD européennes, mais on va au-delà sur l'interrogation de quels sont les équipements de sécurité, si on a des réseaux spécifiques à mettre entre parenthèses, on peut le faire aussi, etc. Et puis, évidemment, à droite, la notion de management de projet, de gouvernance, à travers notamment le fait de mettre autour de la table, ce qui était un petit peu innovateur, on va dire, à l'époque, lors de la sortie du label en 2018, tous les acteurs, et notamment les acteurs, les services informatiques, dès les phases de conception des projets, ce qui n'était pas forcément le cas au départ, ou en tout cas en 2018. Et donc, in fine, la cerise sur le gâteau ou les cerises qui vont se déployer, puisque c'est services avec un grand S à la fin, les différents services qu'on imagine qui peuvent se déployer avec, in fine, l'objectif de mieux maîtriser les consommations énergétiques, de mieux maîtriser les flux énergétiques du bâtiment, optimiser la maintenance, optimiser l'aménagement des espaces, l'utilisation des espaces, le bien-être, in fine, la santé des utilisateurs, et en fait, tous les services déployés pour les occupants. Donc, le réseau Smart, je vous en ai parlé très rapidement, il y a vraiment cette notion de colonne vertébrale et d'avoir un seul réseau Smart sur le bâtiment informatiquement parlant. L'objectif, c'est qu'il va fédérer les systèmes techniques du bâtiment de manière à collecter toutes les données de tous les équipements et les mettre à disposition des différents services. Donc, il y a vraiment cette notion d'un seul réseau Smart. On ne va pas démultiplier tous les réseaux informatiques. La sécurité informatique le permet tout à fait. L'opérabilité et l'interopérabilité, j'en ai parlé. Ça va être une approche très déployée, notamment pour 4Grids, on en reparlera après. Donc, ça va offrir au bâtiment cette notion de flexibilité dont on parle aujourd'hui, cette évolutivité avec différentes couches applicatives, les différents services, la couche communication, l'infrastructure réseau, et puis les différentes couches des écosystèmes matériels. L'objectif, in fine, c'est que, on puisse interchanger, modifier certaines couches sans que ça impacte les autres. C'est-à-dire que si on veut ajouter un service, par exemple, qui va avoir besoin d'appeler certaines données, qu'on ne soit pas enfermé par un service, mais qu'on puisse avoir n'importe quel écosystème matériel qui puisse s'implémenter sans avoir besoin de changer les logiciels, par exemple, et inversement. Le logiciel n'oblige pas à changer les matériels.
Voilà, le reste, j'en ai parlé. On retrouve schématiquement aussi, là, plutôt sous forme d'escalier. L'objectif, in fine, c'est bien d'arriver à la dernière marche. Donc, il faut bien différencier la notion de bâtiment connecté. Il peut y avoir d'autres labels ou d'autres reconnaissances qui peuvent exister sur le marché. L'objectif du label R2S, c'est bien d'arriver à cette dernière marche du bâtiment serviciel. Évidemment, ça passe par la marche la première du bâtiment connecté. Ça passe évidemment aussi par une marche intermédiaire de bâtiment communicant, intelligent. Et à la fin, c'est le bâtiment serviciel. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de délivrer un service aux utilisateurs. Ce n'est pas un terme marketing. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir délivrer des services en passant par cette notion de garde-fou, si vous voulez, de bâtiments connectés et de bâtiments intelligents. Alors, 4Grids, dans tout ça, eh bien, c'est une extension du label R2S. Donc, d'abord, évidemment, il faut passer par ce label R2S. Vous l'avez compris, c'est cette notion de marche, cette notion d'architecture un peu pyramidale, comme on l'a présenté. Et à la fin, on va venir attester d'une certaine particularité du projet immobilier sur cette notion de réseau déployé dans le projet immobilier en étant passé par ces fondamentaux qui sont couverts par R2S. Donc, une fois qu'on a validé ces fondamentaux, on va aller chercher une performance particulière dans le domaine des services énergétiques. Donc ça, c'est là l'extension du label 4Grids. On n'est plus en capacité 2, c'est-à-dire ready to services, mais là, on le met effectivement en place, et notamment là, sur ce spectre des services énergétiques. Alors, ça se base sur 3 principes, et je terminerai là-dessus. Le premier principe, c'est la notion de maîtrise et de flexibilité énergétique, donc de maîtrise des consommations énergétiques, de maîtrise des flux énergétiques, et cette notion de flexibilité. L'objectif, c'est de pouvoir déployer des services qui vont améliorer cette performance énergétique à travers, évidemment, des outils d'aide à la décision, parce que d'abord, si on veut prendre des décisions, il faut avoir les informations qui nous permettent, de manière éclairée, de prendre des bonnes décisions, de piloter potentiellement certaines consommations à certains temps, à certains moments, de piloter une certaine production aussi, potentiellement un certain stockage, si on peut le faire aussi à l'échelle du bâtiment, et donc, in fine, apporter cette notion de flexibilité dont on parle. Il y a évidemment aussi la sélection et le partage des données, parce que évidemment, si on collecte la donnée, eh bien, on en fait quelque chose, mais d'abord, il faut pouvoir la sélectionner. Alors évidemment, c'est l'étape première. Les données dans le bâtiment sur les flux énergétiques, elles vont être diverses et variées. Ça va être les données patrimoniales, par exemple, du bâtiment, l'adresse, les surfaces, les typologies d'activités. Il peut y avoir plusieurs activités qui sont hébergées au sein d'un même bâtiment. Les données énergétiques, ça peut être les consommations, mais là, c'est pareil, les consommations, on peut les exprimer de différentes manières. Donc, il faut pouvoir appeler des pommes, des poires, schématiquement. Donc, par usage, par fluide, par échelle de temps, par échelle de production, de stockage. Tout ça, c'est des données qui sont importantes à pouvoir traiter, concaténer et ensuite pouvoir partager. Et les données d'influence, qui vont être des paramètres qui peuvent influer sur ces consommations. Ça va être, par exemple, les températures de consigne que l'on va donner par espace-temps ou par espace physique, les plages d'ouverture, par exemple, ou de fermeture du bâtiment ou de partie de bâtiment. S'il y a, par exemple, une zone d'accueil du public, on va avoir des plages d'ouverture qui vont être différentes que les bureaux, par exemple, sur les étages supérieurs. Les températures extérieures qui peuvent être collectées à différents moments de la journée, etc. Et puis, évidemment, de qualité variée. Il va y avoir le format, le référencement, les pas de temps horaires, etc. Et donc, in fine, qu'on a collecté ces données, il va falloir potentiellement les partager. Donc là, ça va passer très simplement dans le référentiel à travers l'utilisation d'API pour le partage de ces données. Le Flex Ready, évidemment, s'inscrit dans ce principe, vous l'avez bien compris. Le troisième principe dans 4Grids, c'est l'accompagnement à la performance énergétique, donc à travers une structuration, on va dire, assez méthodologique. Dans un premier temps, la première étape, c'est de définir des objectifs de consommation énergétique. Évidemment, si on est capable de, comme je l'ai dit, collecter les données, les traiter, les partager, il faut les comparer avec un objectif. Il faut se fixer un objectif de consommation énergétique, évidemment cohérent avec son usage ou avec les usages du bâtiment. À travers ça, on peut transformer ça en émissions de carbone. On peut aussi intégrer ça pour une politique RSE plus large avec des émissions de CO2 liées à l'utilisation du bâtiment. On peut comparer ça à des puissances maximales qui sont soutirées, visées, etc. L'objectif, ça va être aussi d'impliquer les différents occupants, les exploitants, les mainteneurs du bâtiment, chacun au niveau de leur strate et sur leurs actions, de pouvoir éventuellement planifier des usages ou des actions coercitives ou de maintenance ou de prévision de maintenance, et de planifier des actions correctives aussi en fonction de données qui sont récoltées, donc de maîtriser, c'est là où on parle vraiment de maîtrise de consommation énergétique, et puis évidemment d'affiner la maîtrise
la mesure avec des simulations énergétiques dynamiques, du commissionnement prévu en préalable. Voilà, c'est en tout cas tous ces sujets-là qu'adresse ce label R2S for Grid, cette extension de label, qui nécessite, comme je l'ai dit, de passer au préalable par le label R2S. Il me reste une dernière slide, si je ne dis pas de bêtises, sur quelques chiffres clés. Donc aujourd'hui, on a délivré 68 certificats donc depuis 2020. Comme je l'ai dit, le label est sorti officiellement courant 2018. Évidemment, le temps que les porteurs de projets prennent en main ce label, les bureaux d'études, le temps qu'ils connaissent ce référentiel, qu'ils puissent accompagner les porteurs de projets pour le mettre en place. On a eu les premiers certificats délivrés donc en 2020. Et donc, depuis 5 ans, on a un peu moins de 70 certificats délivrés. Aujourd'hui, dans le pipeline, si je puis dire, on a plus d'une centaine de projets qui sont engagés. Ça représente presque 2 millions de mètres carrés engagés sur ce label. Cette labellisation, elle se répartit, c'est assez schématique, vous l'avez sous les yeux, environ 1/3, 2/3 sur l'Île-de-France et les régions et l'international, puisqu'on délivre aussi à l'international. Il y a 4 niveaux de notation de performance. Le niveau base étant le premier. Ensuite, on a, pour les plus performants, 1, 2, voire 3 étoiles qui sont délivrées. C'est très simple, c'est en fonction de pourcentage de points à gagner et que l'on gagne effectivement, quelles que soient les manières de le gagner. C'est là où il y a une forme de flexibilité, si je peux reprendre le terme, dans comment être labellisé R2S et 4Grids. Il n'y a pas une manière de l'être, il y a différentes manières de l'être. On gagne les points en fonction des forces du projet que l'on met dans le projet. Le label s'appuie, ces 2 labels s'appuient sur plus d'une centaine de professionnels, de référents. Alors, ce sont des bureaux d'études, évidemment, experts dans le domaine, mais qui ont fait l'effort supplémentaire d'avoir une formation dédiée à l'accompagnement, à la labellisation, et qui sont sanctionnés d'une reconnaissance de la part de Certivea. Et en termes de répartition de projets, vous le voyez, la rénovation représente environ 1/3 des projets, les 2/3 quasiment c'est du neuf, et puis un tout petit peu de projets sur des bâtiments existants. Mais ça veut dire aussi, je ne l'ai pas dit jusque-là, ces labels se délivrent aussi bien à des projets neufs. Alors évidemment, c'est un peu plus facile, on part entre guillemets d'une copie blanche, mais aussi des bâtiments existants dans lesquels on va venir intégrer de manière très forte cette notion. Et évidemment, c'est tout là l'enjeu, les bâtiments existants sont les plus importants sur le marché, ces enjeux de flexibilité énergétique, et puis donc en rénovation lors de campagnes de travaux, et toujours pour les bâtiments existants, simplement sur des campagnes d'existants, on peut avoir fait des travaux et a posteriori intégrer le label. Voilà pour ma partie. Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin ou à nous solliciter plus tard en fonction de vos besoins. Merci beaucoup, Benoît. C'est une très belle présentation des labels R2S qui clairement constituent un guide pour construire l'intelligence du bâtiment, et de façon, on va dire, solide, durable et efficace si on souhaite contribuer à la flexibilité du tertiaire. Donc, merci. Et en effet, s'il y a des questions, on les dirigera à chaque intervenant par la suite. Donc, on continue avec GoFlex, le score GoFlex, outil très pratique pour quantifier son potentiel, son gisement de flexibilité tertiaire. Je passe le micro à Delphine, si elle est prête. Êtes-vous prête, Delphine? Je suis prête, je mets juste mon micro, pardon, bonjour à tous. C'est bon. Donc en effet, je vous parle de GoFlex, qui est une initiative qui est portée collectivement, donc c'était sur le slide d'avant, par Acte FNCCR, par RTE, par le GIMELEC et par l'IFPEB. C'est une initiative qui date d'il y a déjà un certain nombre d'années et qui prend son essor actuellement et qui se concrétise. Donc je vais vous expliquer, tu peux passer au slide suivant. GoFlex répond avant tout à un besoin de pédagogie concernant le sujet de la flexibilité. Et donc, ce qui a été visé, c'est de mettre en place un outil simple destiné aux gestionnaires de bâtiments qui connaissent plus ou moins bien le sujet de la flexibilité, pour les aider à évaluer rapidement leur potentiel de flexibilité dans le bâtiment. L'idée étant d'aider ces gestionnaires de bâtiments à faire leur premier pas.
la méthodologie qui a été définie derrière GoFlex étant une méthodologie simple et théorique, puis après on passe à l'action en se lançant par exemple dans le concours CubeFlex. Et donc voilà, c'est vraiment une première approche de la flexibilité qui va permettre aux gestionnaires de bâtiments de se lancer, d'estimer le potentiel de flexibilité du bâtiment et de communiquer avec les acteurs de l'effacement. Donc, la deuxième idée, c'est que GoFlex apporte une grammaire commune qui permet de mesurer le potentiel de son bâtiment et de le faire connaître à des acteurs de l'effacement. On peut passer au slide suivant. Donc, c'est une sorte de scoring. On a une petite icône tout à l'heure, mais c'est une sorte de scoring qui est basée sur une méthodologie de référence et qui permet de produire une étiquette flexibilité du bâtiment qui se compose telle que vous la voyez à l'écran, avec un premier indicateur qui indique la classe du système de pilotage du bâtiment. L'idée étant que plus un bâtiment est piloté énergétiquement, plus il peut maîtriser ses consommations d'énergie et les décaler et donc les maîtriser, ce que je disais. Et donc, le premier indicateur de cette étiquette, c'est la classe de ce système de pilotage. On voit ici que c'est la classe C. Le deuxième indicateur, c'est ce qu'on appelle la puissance modulable réelle. C'est la valeur de la puissance maximale flexible en kilowatts corrigée pour tenir compte de l'utilisation effective. Là, c'est exprimé en kilowatts, et donc c'est le 401 kilowatts que vous voyez apparaître à l'écran. Et puis, pour le troisième indicateur, c'est donc l'effort consenti à la flexibilité, c'est 28%, c'est le pourcentage de la puissance flexible par rapport à la puissance souscrite par le bâtiment. Donc, l'idée est vraiment d'arriver à une sorte de scoring simple et qui parle tout de suite, qui permet de se comprendre facilement entre gestionnaires de bâtiments et opérateurs d'effacement. On peut passer au slide suivant. Cette méthodologie, en fait, elle a été embarquée sur une plateforme parce qu'on l'a d'abord écrite et testée à partir d'un fichier Excel, et puis on s'est dit si on veut que tous les bâtiments de France calculent leur étiquette GoFlex, il faut qu'on en facilite l'usage. Et donc, on a développé la plateforme GoFlex, qui est portée toujours par ces mêmes acteurs, RTE, le programme Acté, Gimelec et IFPEB. Et cette plateforme GoFlex, en fait, elle a deux faces. Donc, on a l'habitude de parler en face sud et face nord. Donc, en face sud, on a en fait tous les sites tertiaires, imaginez tous les sites tertiaires de France, qui calculent leur étiquette GoFlex, soit par site, soit par parc de bâtiments. Alors, qui va calculer cette étiquette? Ça peut être les énergie managers, ça peut être des bureaux d'études, ça peut être des intégrateurs, des exploitants, différents types d'acteurs, privés ou publics, et puis qui vont évaluer leur potentiel de flexibilité. Voilà, encore une fois, soit pour un bâtiment, soit pour un parc de bâtiments. Ça peut être Carrefour qui calcule son potentiel de flexibilité pour son parc, qui peut évaluer tout le potentiel global. Et puis, donc ce potentiel, il peut être mis en visibilité vis-à-vis du nord de la plateforme, dans lequel on va trouver des acteurs du réseau et des opérateurs d'effacement. Donc, on voit les agrégateurs de capacité, gestionnaires de réseau, fournisseurs d'énergie ou institutions type ADEME, CEREMA, CSTB. Donc, avec différents usages, c'est-à-dire ça permet pour des acteurs comme institutionnels, ça permet d'avoir une évaluation globale du gisement qui est disponible, de flexibilité dans les bâtiments en France au niveau macroéconomique. Et puis, pour les opérateurs d'effacement, ça permet d'avoir une évaluation rapide et simple du potentiel de flexibilité bâtiment par bâtiment. Ce qui est une grande valeur ajoutée, parce qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on a fait de la flexibilité sur des grandes industries, pas tellement sur les bâtiments qui représentent un parc très diffus
millions de bâtiments. Donc, c'est important de pouvoir faciliter en fait cette évaluation du gisement. Et donc, l'objectif étant, on parle souvent du bon coin de la flex. Donc, l'objectif étant de pouvoir mettre en relation, en se parlant avec une même grammaire, les sites tertiaires et puis les opérateurs d'effacement. C'est une mise en relation, on ne rentre pas dans la partie contractuelle, bien sûr. Aujourd'hui, on a un peu plus de 100 structures inscrites sur la plateforme. L'idée étant, bien sûr, que tous les bâtiments tertiaires de France aient calculé leur étiquette GoFlex à terme. Aujourd'hui, cette plateforme, elle est mise à disposition gratuitement grâce au soutien d'RTE et du programme ACTE à tous ces acteurs pour pouvoir développer au maximum son usage. On peut passer au slide suivant. Donc, dans cette plateforme, on a ce panorama, voilà, c'est un petit aperçu du panorama qu'on peut avoir avec des cartographies des sites qui ont calculé leur étiquette GoFlex, une évaluation en mètres carrés, en mégawatts disponibles en termes de gisement ou des choses comme ça. Et donc, en fait, la valeur moyenne aujourd'hui du gisement de flexibilité dynamique par bâtiment, c'est 24%. C'est 24%, donc pour ceux à qui ça parle, c'est 8,1 watts par mètre carré par an. C'est aussi ce genre de chiffre qu'on retrouve dans le concours CubeFlex. Donc, on est assez cohérent dans nos premiers tests concrets sur le potentiel de flexibilité des bâtiments, tout ça étant à confirmer en massifiant l'usage de l'étiquette GoFlex. Voilà, donc en résumé, GoFlex, c'est une impulsion pour déployer la flexibilité dans les bâtiments. C'est une aide pour les gestionnaires de bâtiments pour faire leur premier pas en matière de flexibilité et pour évaluer leur capacité de décalage et de modulation de leur consommation. Ça permet d'attester du potentiel de flexibilité de manière conforme à une méthode de référence qui est reconnue et un repère simple, de faire se rencontrer l'offre et la demande sur les marchés des flexibilités, et puis donc d'accélérer la valorisation des capacités de flexibilité dans les bâtiments et de faciliter bien sûr la mise en œuvre de contrats de flexibilité. Est-ce qu'il y a encore une slide? C'était la dernière. Merci beaucoup Delphine. GoFlex, c'est vraiment une opportunité gratuite pour avancer dans sa réflexion à partir de l'estimation de son gisement de flexibilité. Je trouve que c'est vraiment immédiatement disponible et aussi assez rapide à obtenir comme première information. Donc, j'encourage tous ceux qui ont un bâtiment sous le coude à tenter de calculer ce score. C'est vraiment une première étape très intéressante et très concrète. Et un petit mot pour montrer l'interaction entre toutes nos démarches qu'on vous présente aujourd'hui. Il y a beaucoup de complémentarité dans tout ce qui est présenté. On travaille à ce que les bâtiments qui se lancent dans le concours CubeFlex calculent dans une première étape leur étiquette GoFlex. Donc, l'idée étant vraiment de mettre à leur disposition tout le kit opérationnel disponible pour avancer avec des bons repères. Super, on espère avoir contribué à faire connaître GoFlex par ce webinaire. Merci. Avec plaisir. Donc, on va continuer avec l'alignement du SRI et des labels R2S du SRI et GoFlex. Donc, il faut savoir que quand, vous imaginez en tout cas que quand un nouvel élément comme ça débarque dans le paysage, donc en plus un élément européen qui arrive dans ce paysage français où on essaye déjà, avec les moyens du bord, on va dire, ce qui est à notre disposition de créer, de construire ces outils pour rendre, passer dans le réel des concepts de flexibilité du tertiaire. Et on veut savoir en fait ce que le SRI apporte. Si c'est un concurrent, si c'est un cousin, un jumeau, il va prendre la place de quelque chose qui a déjà été démarré ou pas. Et c'est vraiment dans cette optique qu'on a proposé de faire ces alignements et c'est des études comparatives en fait de SRI avec les labels qu'on va vous présenter, qu'on présente aujourd'hui dans ce webinaire. Donc c'est un travail de détail. Ici, on présente vraiment en quelques slides l'essence des conclusions de ces travaux. Si vous avez des questions, je vous encourage à
interroger Igor et éventuellement même Delphine et Benoît directement. Je vais demander à Igor d'être assez court sur ces slides-là. On est un petit peu en retard et j'aimerais bien qu'on ait le temps suffisant pour le question-réponse final. Merci Igor. Merci Cécile, je vais essayer. Donc du coup, nous nous sommes posé la question, quels sont les points communs et les points de différence entre les labels et les scores français et le SRI. Donc vous pouvez voir qu'il y a aussi d'autres labels qui existent dans le domaine du bâtiment intelligent, qu'on a pour l'instant laissé un peu de côté, comme Smart Score. Voilà, ça pourrait venir plus tard. La différence du coup que vous pouvez voir ici, donc entre le SRI et R2S, R2S Forgrids et GoFlex, c'est que SRI, c'est une future socle réglementaire qui est prévue à devenir un socle réglementaire, en différence de labels, d'autres labels qui suivent le parcours plutôt volontaire. Donc, ce sont les démarches pour se démarquer, souvent dans le cadre d'une ambition particulière. Voilà. Je vais commencer par l'alignement entre GoFlex et le SRI. Je reviens juste rapidement sur cette thématique donc, de flexibilité énergétique qui présente 33,3% dans le score global SRI et qui est le cœur au final de la méthodologie GoFlex. Comment on évalue les scores SRI et les scores GoFlex? Ça se fait par le biais de plateformes web. Delphine a présenté rapidement quelques extraits de la plateforme web utilisée pour l'évaluation GoFlex. Et pour le SRI, le moyen commun européen d'évaluation SRI, pour l'instant, c'est un fichier Excel. Donc, c'est un fichier Excel qui a été produit par l'équipe support de la Commission européenne. Il y a plein de projets européens qui sont lancés, comme le projet SRI to Market, et qui ont développé leur propre plateforme d'évaluation SRI pour du coup éviter de passer par ce fichier Excel qui n'est pas vraiment trop convivial. Donc là, actuellement, en France et dans d'autres pays de l'Union européenne, nous avons donc une plateforme web SRI to Market pour traduire en plusieurs langues pour faire des évaluations SRI. En termes de scope, vous pouvez voir donc une petite différence que le GoFlex est uniquement adapté donc, aux bâtiments non résidentiels, aux bâtiments tertiaires, tandis que le SRI est adapté aux deux, donc bâtiments résidentiels et non résidentiels. Il y a la notion de classe qui figure dans chaque référentiel, dans chaque méthodologie. Donc, les classes d'intelligence de bâtiment, du SRI, il y en a 7, du A++ jusqu'à la classe D, qui sont construits sur la base de classes d'efficacité énergétique issues donc des normes EN 15232 et donc la norme la plus récente ISO 52120-1. Et les classes de pilotage de bâtiments, donc, il y en a 4 qui figurent dans le référentiel GoFlex, donc de A jusqu'à D. Ces classes ne correspondent pas aux classes de la norme ISO 52120-1, comme Delphine a expliqué tout à l'heure. Ils traduisent plutôt donc l'intelligence des bâtiments du point de vue de la flexibilité ou la capacité du site à répondre à un signal externe. Voilà. Nous pouvons avancer, Cécile. Ici, sur ce slide, vous pouvez voir les domaines techniques qui sont considérés par chaque référentiel et qui sont présents. Du coup, les domaines techniques communs ils sont marqués en noir et les différences entre les deux approches sont marquées en rouge. Déjà, une parenthèse, donc SRI, c'est une évaluation qualitative qui évalue la présence des fonctions intelligentes dans un bâtiment. GoFlex, c'est une évaluation quantitative qui donne les chiffres sur le pourcentage, sur les puissances effaçables d'un bâtiment. Ensuite, en termes de domaines techniques, les domaines comme chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, ventilation, éclairage, recharge des véhicules électriques et suivi contrôle, ils sont pris en considération par les deux référentiels.
Ensuite, quelques points de différence entre les deux. SRI, il considère la cogénération, les microgrids et l'enveloppe dynamique du bâtiment, tandis que le GoFlex prend en considération donc, les prises de courant aux forces motrices, autres usages et usages spécifiques comme des ascenseurs, courant faible, et ensuite les aspects qui sont plutôt liés donc, à la connectivité, gestion tarifaire et stratégie d'effacement. Tu peux avancer, Cécile. Et pour faire une synthèse, donc il y a quand même un périmètre commun entre les deux méthodologies. Donc une fiche d'évaluation SRI complètement remplie, donc finalisée à 100%, permet à peu près de remplir jusqu'à 25% d'une fiche d'évaluation GoFlex. Par contre, une fiche d'évaluation, un projet d'évaluation GoFlex, il permet de compléter le niveau sur à peu près 70% des services qui sont dédiés à la flexibilité énergétique et le stockage de l'énergie. Donc 70% du 33,3% du poids dans le score global, ça, voilà, on est à peu près aux alentours de 25% également. Tu peux avancer, Cécile. Et quelques slides également sur l'alignement entre donc les labels R2S et R2S4Grids et le SRI. Donc, tout d'abord, les deux méthodologies, les deux indicateurs sont évalués par des plateformes web. Il existe pour évaluation de R2S et R2S4Grids, c'est la plateforme web EasyA, développée par Certivia. En termes de nombre de services, on est à peu près à un nombre égal entre le SRI et R2S. Donc 54 services à potentiel d'intelligence pour le SRI, 65 pour le R2S. Sauf que si donc, on vise l'évaluation R2S 4Grids, il faut ajouter encore 35 exigences à évaluer en plus. Donc ça fait 2 fois plus de services à évaluer entre R2S, R2S 4Grids et le SRI. Et en termes du scope, les deux labels SRI, R2S et indicateur SRI sont adaptés pour les deux typologies de bâtiments résidentiels et non résidentiels, en différence du R2S 4Grids, qui est uniquement adapté pour des bâtiments non résidentiels. Entre le label R2S et l'indicateur SRI, au final, suite à l'étude que nous avons effectuée, nous avons conclu en fait qu'il y a peu de points de convergence. Les seuls points de convergence que nous avons trouvés, c'est entre le thème service de R2S et les critères d'impact, confort, information des occupants, la flexibilité énergétique et stockage de l'énergie du SRI. Voilà, ça représente quand même un pourcentage faible parce que le R2S, il prend en compte un spectre beaucoup plus large des thèmes que le SRI, donc comme la connectivité, architecture réseau, sécurité informatique, management responsable, etc. Le slide suivant, s'il te plaît. Merci, Cécile. Et entre le SRI et R2S 4Grids, suite à l'étude effectuée, nous avons conclu en fait qu'il y a maximum jusqu'à 14% de points en commun entre une fiche d'évaluation SRI et R2S 4Grids, dans un sens et dans l'autre également. Donc les points de convergence sont présents entre les thèmes services énergétiques, donc maîtrise de l'énergie et flexibilité énergétique, et le thème données, notamment en typologie de données de R2S 4Grids. Et du côté de SRI, donc nous retrouvons les points communs entre les critères d'impact, efficacité énergétique, information des occupants et flexibilité énergétique et stockage de l'énergie. Et pour conclure, sur cette comparaison entre plusieurs référentiels, une fiche d'évaluation, donc un projet d'évaluation SRI rempli, finalisé, donc rempli à 100%, permet de compléter jusqu'à 25% d'un projet d'évaluation GoFlex et jusqu'à 14% d'un projet d'évaluation R2S 4Grids. Par contre, dans le sens inverse, si on part par exemple du GoFlex vers le SRI,
un projet d'évaluation GoFlex, ça représente jusqu'à 75, donc jusqu'à 80% de la flexibilité principale, de la fonctionnalité principale flexibilité énergétique du SRI. Et pour le R2S for Grid, nous retrouvons le même pourcentage dans un sens et dans l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout à l'heure. Merci. Merci Igor pour ce partage. Donc, je pense que voilà, l'intérêt pour chaque élément présenté là, va vraiment dépendre de votre intention. Si vous souhaitez un audit global du bâtiment, je pense que le SRI prend voilà, tout son intérêt. Il y a aussi cet aspect recherche de solutions. Si vous souhaitez moderniser votre bâtiment, vous allez avoir donc ces fiches techniques avec différents niveaux de fonctionnalité selon le niveau d'intelligence souhaité. GoFlex, c'est vraiment l'estimation du gisement et R2S, c'est pour construire vraiment l'intelligence du bâtiment de façon globale. Donc, c'est sûr que voilà, ce travail d'alignement, c'est l'alignement du SRI dans son ensemble, pas seulement la flexibilité qui a été regardée. Donc, si on se focalise que sur la partie flexibilité du SRI, c'est vrai que quand on a un R2S for Grid ou un GoFlex, on a énormément d'informations pour remplir la partie flex du SRI. Donc, on va passer au Flex Ready et à la présentation de cette nouvelle marque Flex Ready par Delphine. Alors, je continue avec le Flex Ready. Donc, le Flex Ready, donc je prends la parole aujourd'hui au nom d'un collectif aussi qui porte cette marque Flex Ready, qui est composée donc de RTE, Enedis, Jimelec et Think Smart Grid qui a déposé cette marque et qui en a la propriété. Et donc, Flex Ready, c'est son objectif principal, toujours pour déployer la flexibilité, pour aider à déployer la flexibilité, c'est de se pencher sur le sujet de la standardisation des échanges de données. Et je vais y venir plus précisément. Donc, l'idée de Flex Ready, c'est toujours pour apprendre à consommer l'électricité, apprendre aux bâtiments à consommer leur électricité au bon moment. Je propose que tu passes au slide suivant. Flex Ready, concrètement, va permettre de standardiser les données pour établir la communication entre les acteurs du réseau ou de l'effacement et puis les bâtiments à travers finalement les solutions de pilotage que sont les BACS. L'idée, c'est de pouvoir identifier à travers la marque Flex Ready une capacité de ces systèmes de pilotage à répondre aux différents types de flexibilité que Sophie évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire premièrement la flexibilité du quotidien, donc la flexibilité qui s'inscrit au regard du prix d'électricité ou d'une rémunération complémentaire, mais de type heure creuse, heure pleine. Donc tous les jours, on programme les usages dans les systèmes de pilotage pour profiter des incitations présentes dans les heures creuses. L'idée étant, certains d'entre vous le savent sans doute, que la creux va permettre, dans sa dernière consultation, et c'est maintenant annoncé pour le mois d'août, on va avoir des heures creuses en milieu de journée, ce qui est plus nouveau, et ce qui va permettre finalement de prévoir ces usages, enfin l'utilisation des usages de la recharge de véhicules électriques ou de relancer le chauffage en milieu de journée et pas simplement la nuit comme on l'avait un peu historiquement. Donc, première chose, piloter automatiquement les usages au quotidien en programmant sur des plages horaires qui sont intéressantes financièrement. Deuxièmement, la flexibilité, c'est la flexibilité dynamique. Donc, c'est activer, grâce à ces systèmes de pilotage, la flexibilité sur une requête spécifique, pour moduler ponctuellement, pour faire une modulation, un décalage ponctuel demain entre 9h et 11h, parce qu'un opérateur d'effacement m'a signalé qu'il y avait un besoin. Donc, ça, c'est la flexibilité dynamique. Et donc, cette
flexibilité dynamique en particulier va nécessiter d'être capable, que le système de pilotage soit capable de recevoir cette requête. Donc, c'est là qu'on va commencer à avoir vraiment besoin de savoir se parler entre opérateurs d'effacement et système de pilotage. Et troisièmement, c'est les systèmes de pilotage qui font de la flexibilité, qui sont FlexReady, vont être capables de recevoir et d'interpréter les signaux qui viennent des gestionnaires de réseau électrique type EcoWatt, donc type EcoWatt rouge qu'on a connu pendant l'hiver 2022, avec l'API qui était intégrée dans les systèmes de pilotage. Donc, 3 choses, piloter au quotidien en programmant sur les bonnes plages horaires, c'est la flexibilité régulière. Recevoir une requête spécifique et la traduire dans une modulation ponctuelle des consommations du bâtiment, c'est la flexibilité dynamique. Et puis, recevoir l'alerte de sauvegarde envoyée par RTE via EcoWatt, c'est la 3e flexibilité de sauvegarde que le système de pilotage doit savoir enclencher. On peut passer au slide suivant. Alors, concrètement, cette marque FlexReady, c'est donc un standard de communication entre les systèmes de pilotage et les acteurs du Smart Grid. Vous voyez sur le dessin ici, on a un système de pilotage, donc je vous invite à regarder ce qui se passe dans le bâtiment qui est esquissé. C'est par exemple la réglementation BACS. On a un système de pilotage installé dans le bâtiment pour pouvoir éviter le gaspillage énergétique et optimiser les usages de chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, ventilation, recharge de véhicules électriques. Et dans le cadre de FlexReady, on va établir le lien qui est dessiné en pointillé, les liens qui sont dessinés en pointillé, qui permettent de relier ce système de pilotage avec les gestionnaires de réseau, les agrégateurs et les fournisseurs d'électricité pour s'échanger les données qui sont inscrites sur la droite. Donc, la puissance maximum instantanée, donc l'idée étant de pouvoir réceptionner et émettre. Le prix de l'électricité en euros par kilowattheure, donc les fournisseurs d'électricité peuvent mettre à disposition dans ce lien le prix de leur électricité, qui va aller dans des solutions de plus en plus dynamiques, dans des propositions de plus en plus dynamiques. Donc, c'est important de pouvoir se le transmettre de manière instantanée par IP. La puissance souscrite en kVA, et puis l'empreinte carbone de l'électricité, et ainsi que l'horloge au pas de temps 15 minutes. Ça, c'est la réglementation européenne. Et les horloges doivent être toutes alignées, bien sûr, pour pouvoir exécuter une modulation telle qu'on en a besoin sur les systèmes électriques. Donc, voilà, il faut qu'on puisse communiquer, aligner les horloges et réagir au pas de temps 15 minutes, qui est le standard européen. Voilà, alors dans un BACS, si on zoome encore un peu plus, dans un BACS, dans un système de pilotage BACS, tel qu'il est imposé par le décret aujourd'hui, on l'a un peu ultra simplifié, mais l'idée, c'est qu'on puisse, tel que le programme le décrit le décret, qu'on puisse programmer les consommations des différents usages du bâtiment qui sont sur la ligne du bas, quotidiennement, au maximum pendant les heures creuses de la journée, les heures qui bénéficient d'un tarif avantageux. Ça, c'est la flexibilité régulière. Et c'est ce qu'on peut faire avec un BACS réglementaire. Donc, cette flexibilité régulière. On peut passer au slide d'après. Ce qui est un peu nouveau dans le FlexReady, c'est que pour que ce même BACS, cette même solution technologique puisse également contribuer de manière ponctuelle dans le cadre de la flexibilité dynamique, on va prévoir quelques fonctionnalités complémentaires qui sont assez précises, qui sont en fait le fait de connecter le BACS pour qu'on puisse échanger des données. Et puis, le BACS va intégrer l'API standardisée qui permet d'échanger entre les fournisseurs ou agrégateurs et le système BACS. Donc, on a, ces 6 derniers mois, écrit cette API standardisée. Donc, cette manière de s'envoyer, encore une grammaire commune, cette manière de s'envoyer les requêtes d'effacement et d'y répondre.
Et cette API standardisée, tous les opérateurs d'effacement vont l'utiliser dans leurs requêtes et tous les BACS, les systèmes BACS vont la comprendre dans leur système et pouvoir mettre en œuvre les modulations en conséquence. Donc, le FlexReady, c'est un BACS, s'applique au BACS réglementaire du décret avec la spécification de connectivité et d'intégration de l'API en plus. Et ça permet au BACS de remplir tout son rôle avec une même techno, de remplir tout son rôle en matière de flexibilité, avec en plus l'intégration de l'API EcoWatt, mais qui a déjà été faite en fait pendant l'hiver 2022 dans la plupart des systèmes. On peut passer au slide suivant. Alors, voilà, on est parti d'un besoin du système électrique pour définir, pour lancer tous ces travaux et ce cadre de référence, FlexReady. Et maintenant, pour qu'il soit déployé dans un maximum de systèmes de pilotage en France et de BACS en particulier, il va falloir qu'on motive les gestionnaires de bâtiments, ce qui va être possible en mettant en avant les arguments suivants, c'est-à-dire que un bâtiment qui s'équipe pour éviter le gaspillage énergétique d'un système de pilotage, d'un BACS, comme c'est la réglementation par le décret BACS, il va pouvoir, en ajoutant ces deux spécifications complémentaires, il va non seulement consommer moins, mais aussi pouvoir tirer parti d'offres tarifaires incitatives pour consommer au bon moment son électricité. Et tout ça lui permettra de contribuer à la décarbonation. Et donc, c'est aussi une valeur ajoutée à mettre en avant pour un gestionnaire de bâtiment. L'idée étant que tout le monde soit gagnant, le gestionnaire du bâtiment et le système électrique. Voilà, alors sans aller très loin dans ces référentiels, vous allez bientôt voir publier les référentiels du FlexReady. Donc, ils sont déjà rédigés et ils seront très prochainement, ils sont en train d'être testés déjà. Donc, l'idée étant qu'on va pouvoir utiliser ces référentiels dans les cahiers des charges des gestionnaires de bâtiments en copier-coller. Donc, c'est vraiment l'idée de mettre à disposition un kit opérationnel. Donc, à mettre dans les cahiers des charges des gestionnaires de bâtiments pour soit installer un BACS, soit mettre à jour le BACS existant ou le système de pilotage existant. Et puis, on pourra s'en servir comme en point de contrôle à réception des travaux, donc dans le PV de réception des travaux. C'est pour ça qu'on a sur l'image ici intégré les colonnes conformes, pas conformes, etc. Donc, voilà, l'idée étant de mâcher un peu le travail des gestionnaires de bâtiments et que tout le monde puisse se caler sur le même cahier des charges. Et en parallèle de ce référentiel du système de pilotage FlexReady, on aura les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans le cadre bâtimentaire au niveau du bâtiment, puisqu'on sait que tous les systèmes de pilotage vont être efficaces si et seulement si ils sont bien mis en service, bien paramétrés et bien exploités dans la durée. C'est souvent ce qui a été un peu fragile historiquement. Et donc, toute la filière travaille animée par la SBA sur ce cadre bâtimentaire qui va pouvoir encadrer, qui va pouvoir entourer les systèmes de pilotage mis en place dans le cadre de la marque FlexReady. Voilà, tous ces référentiels seront publiés. Les premiers référentiels de systèmes de pilotage et de BACS FlexReady vont être publiés dans les toutes prochaines semaines ou prochains jours pour que soient lancés des pilotes qui commencent déjà aujourd'hui dans des bâtiments. Donc, appel à tous ceux qui veulent tester le BACS FlexReady. Et puis, on aura une version officielle en fin d'année pour pouvoir massifier. Et d'ici là, les référentiels de la SBA seront également publiés dans le courant de l'été. Voilà, donc vous l'avez compris, en fait, ce que je vous dis là, c'est en fait une initiative de toute la filière qui se mobilise aujourd'hui pour faire en sorte que les flexibilités, d'organiser le passage à l'échelle des flexibilités de consommation. Donc, RTE mise d'ici 2030 sur le fait que les bâtiments
tertiaire et aussi résidentielle, je vous parlais du tertiaire ici, puissent contribuer activement à la flexibilité, à la hausse et à la baisse vis-à-vis du système électrique. Ça évitera de mettre en place des nouveaux réacteurs nucléaires ou d'avoir des problèmes d'équilibre sur le réseau. Et donc, c'est vraiment cette mobilisation qu'on mène en filière qui est expliquée dans le baromètre des flexibilités de consommation qui est en ligne. Vous avez le lien sur le slide qui est à l'écran. Et donc, dans ce cadre-là, on a notamment, on porte tous ensemble le plan 100 000 BACS en 2030 qui permet d'activer la mise en œuvre du décret BACS pour qu'un maximum de bâtiments puissent du décret BACS et de la directive de PBD, mais pour qu'un maximum de bâtiments puissent rendre effectifs ces réglementations et en intégrant la partie connectivité qui permettra non seulement de faire de la sobriété, mais aussi de la flexibilité régulière et dynamique. Merci beaucoup Delphine, vraiment très intéressant ces travaux techniques qui sont indispensables et on sent l'accélération pour aussi installer des BACS utiles, les plus utiles possibles et on sent la nécessité d'aller dans le détail du travail technique pour avoir des spécifications de ces BACS qui permettront la flexibilité du tertiaire. Donc, je pense qu'en complément de ces travaux techniques, il va falloir faire pas mal de communication sur le retour sur l'investissement du BAC Flex Ready. Ce n'est pas le sujet de ce webinaire, mais je pense que c'est quelque chose qui reste aussi une motivation de comprendre quand on fait d'investissement technique, comment est-ce qu'on récupère un petit peu de son investissement et dans quel laps de temps. Donc, très intéressant. Donc, merci Delphine, merci à tous. On passe à la discussion. Alors, je vois mon horloge et je pense que je vais vous proposer une chose, c'est que pour profiter du fait qu'on ait quand même pas mal de personnes en ligne, on va passer au Mentimeter. Je vous assure qu'on va répondre aux questions qui sont dans le chat et qui sont sur cette slide par écrit. Donc, on vous enverra les réponses écrites à ces questions et je vais passer au petit questionnaire interactif pour profiter d'avoir du monde en ligne. Donc, vous pouvez scanner le QR code sur l'écran ou vous pouvez aussi aller sur ce lien. Oups, chaque fois, il en met deux. Oups, voilà. Alors, attendez. Il y a trois slides, donc ça devrait rentrer dans les 5 minutes qui nous restent. Alors, voilà. La première question, dans un projet de flexibilité, quel est ou serait votre rôle? Donc, c'est intéressant pour nous de savoir, voilà, parmi la trentaine de personnes en ligne, où elles se placent exactement dans le paysage. Je vous laisse répondre. On a plusieurs bureaux d'études, des fournisseurs de solutions. Il nous faut des décideurs. Personne ne décide de rien. Autre, je vous propose de préciser dans le chat pour nous donner plus d'informations. Je laisse encore quelques secondes en ligne cette slide. Vous avez tous répondu. Ok, donc bon, il nous manque des décideurs. Hein. On va travailler à les atteindre et à leur passer les informations qu'on a préparées dans ce webinaire. Deuxième question, quels sont selon vous les principaux freins à la flexibilité dans le tertiaire? 1, le manque de clarté réglementaire. 2, la méconnaissance des bénéfices de la flexibilité, de la complexité technique de mise en œuvre. Et 4, le coût des investissements initiaux. Donc, vous avez un petit ajustement à proposer pour chaque retour, de fortement désaccord à tout à fait d'accord. Donc, c'est intéressant de savoir où est le maillon le plus faible, parce que je pense qu'il y a probablement plusieurs difficultés, évidemment, quand on change sa façon de faire et qu'on se propose de nouvelles choses. Il y a toujours des complications. Il s'agit après de travailler à faire sauter ces freins.
méconnaissance des bénéfices de la flexibilité reste en tête. Donc, c'est intéressant, comme quoi il faut continuer à communiquer sur les bénéfices de la flexibilité. Je pense que ces aspects que j'évoquais de retour sur l'investissement, voilà, sont peut-être à diffuser plus largement. De clarté. Deuxième, la complexité technique de mise en œuvre. Ouais. Bah, je pense que pour le coup, les référentiels dont parlait Delphine sur la fin de sa présentation vont être vraiment les bienvenus. Et le coût des investissements initiaux, le nerf de la guerre, hein, l'argent reste aussi important en termes de freins. Manque de clarté réglementaire, finalement, le dernier, comme quoi peut-être que c'est bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour essayer d'expliquer le décret Bax, notamment. Ça porte peut-être un petit peu ses fruits. Je laisse encore quelques minutes, quelques secondes. Et la dernière slide, c'est pour recueillir voilà, vos retours. Quelles sont vos impressions à ce stade? Est-ce que vous êtes prêt à approfondir le sujet? Quel sujet, en fait, voilà, souhaiteriez-vous le plus approfondir? Si vous avez des questions, je vous invite à les poster ici également. Comme ça, on pourra les traiter dans un second temps et vous envoyer les réponses. Donc, vous pouvez avoir des questions sur le SRI. Vous pouvez vouloir voilà, calculer le score SRI. Pour l'instant, c'est entièrement gratuit au travers des plateformes de SRI to Market. Vous pouvez vouloir calculer le score GoFlex d'un bâtiment de votre connaissance pour peut-être aussi motiver les propriétaires à engager une démarche allant vers plus de flexibilité électrique une fois qu'on est au courant de son gisement. C'est peut-être plus intéressant. Merci pour les questions. On peut voilà, je sais pas, il y a des questions qui sont intéressantes au niveau peut-être des usagers, comment les usagers, je sais pas, peuvent activer aussi cette flexibilité. Je pense qu'il y a plein de sujets, il y a plein de questions qui pourraient apparaître. Je vous trouve un peu timide. Ok. Intéressé par le score SRI GoFlex, même si GoFlex est destiné au tertiaire, peut-on l'utiliser dans le résidentiel? Delphine, je t'invite à répondre peut-être déjà en direct à cette question qui apparaît en ligne et qui concerne GoFlex. Alors aujourd'hui, GoFlex est quand même fait conçu pour le tertiaire. On pourrait travailler sur une méthode qui se déclinerait sur le résidentiel. On a régulièrement la question, donc ça nécessiterait d'y travailler un peu pour adapter la méthodologie qui peut peut-être pas s'appliquer comme ça directement sur le résidentiel. Mais je pense que ça devrait, c'est un sujet intéressant parce que la question nous est souvent posée et voilà, il faut y réfléchir ensemble. Merci, Delphine. Ok, je vois une question. Je souhaite pouvoir évaluer plusieurs bâtiments de clients selon les différents labels indicateurs. Quelles sont les informations récoltées? Bon, bah, le mieux, c'est d'écrire à nous, R2M pour le SRI, à Delphine pour GoFlex et à Benoît pour les labels R2S. On a voilà, de notre côté SRI, voilà, tout est clair, évidemment, tout est ready to service, c'est commercialisé, donc il faudra voir avec Benoît comment prendre, démarrer avec ça, mais pour les plateformes GoFlex et SRI, c'est assez facile, hein. Il y a un lien, un URL où vous allez sur une plateforme, vous créez un compte et vous pouvez regarder déjà quels sont les critères qui sont demandés. Pour le GoFlex, c'est assez rapide, je pense, pour accéder aux critères. Côté SRI, il y a une petite formation. Il faut aller au travers de quelques documents PDF pour passer un petit quiz de niveau, on va dire. Et ensuite, on reçoit en fait un accès à la plateforme de calcul. Donc, je vous encourage à nous contacter. On va prendre toutes les questions qui apparaissent sur ce slide. On essaiera de vous répondre le plus concrètement possible. Comment aborder le sujet auprès de mes clients pour leur donner envie? Je pense que la petite slide des motivations, qui reprenait 8 ou 9 motivations, est assez parlante. Il y a vraiment plusieurs aspects au-delà voilà, des aspects environnementaux, décarbonation, d'économie d'énergie et tout ça. Il y a quand même voilà, plusieurs choses qui peuvent être incluses dans le discours.
Ok, ben merci pour vos remarques. En tout cas, on va les traiter. Elles sont enregistrées maintenant dans le Mentimeter. Donc, je vais afficher juste la dernière slide de remerciements avec les adresses email. Je peux même... ouais, non, je peux les poster rapidement là dans le chat. Ça permet à tout le monde de les récupérer. En fait, c'est assez efficace. Voilà, je sais que votre temps est précieux. On a essayé de présenter pas mal de choses en 1h30. Donc, évidemment, on a été à la surface de chaque sujet en espérant quand même avoir touché les éléments les plus importants pour vous faire comprendre l'intérêt de chaque sujet. Donc, on est à votre disposition pour approfondir tout le contenu de cette présentation qui vous sera partagé. Un PDF vous sera envoyé si vous êtes passé par le lien d'inscription, et la vidéo sera mise à disposition sur la chaîne YouTube R2M dédiée au SRI. Le lien vous sera partagé dans l'email de conclusion du webinaire. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre temps et votre intérêt. Merci, je vous souhaite une excellente fin de journée.